C'est le temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Joseph Kabila a mandaté son conseiller Kikaya Bin Karoubi pour le représenter à Washington, où des délégués de Kinshasa et Kigali négocient un plan d'épée. Kikaya prévoit de rencontrer des membres du Congrès pour défendre le retour de Kabila et mettre fin à la tyrannie des Tshisekedi. Et puis depuis Washington, Kikaya Bin Karoubi dément les accusations de Jean-Pierre Bemba, selon lesquelles Joseph Kabila versait 600 millions de dollars américains par mois au Rwanda. Selon le conseiller principal de Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba a menti. Et puis depuis Goma, l'AS Kabasha a remporté la deuxième demi-finale du tournoi de la paix organisé par l'AFC en 23 en battant l'AS Dauphin Noir 1-0. Elle va jouer la finale contre Goma Sport dimanche le 15 juin au stade de l'Unité. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Commencez par vous abonner. Messieurs, dames, bienvenue au détail de l'actualité du jour. Selon Jeune Afrique, alors que les délégués de Kinshasa et Kigali se rendent à Washington pour négocier un plan de paix américain, Joseph Kabila, ancien président de la RDC, cherche également à faire entendre sa voix. Il a mandaté son proche collaborateur, Kikaya Bin Karoubi, pour le représenter. À Washington, Kikaya prévoit de rencontrer des membres du Congrès et du Conseil national de sécurité pour défendre le retour de Kabila, ses intentions de mettre fin à la tyrannie de Félix-Antoine Tshisekedi. La présence de Kikaya à Washington coïncide avec celle de Moïse Katumbi, un autre opposant à Tshisekedi qui assiste à la Coupe du monde de clubs. Depuis Washington, Kikaya Bin Karoubi dément les accusations de Jean-Pierre Bemba. Ces derniers affirment que Joseph Kabila versait 66 millions de dollars par mois au Rwanda. Kikaya, conseiller principal de Kabila, déclare que Bemba a menti. Je vous propose de les suivre. Bon, écoutez, ça c'est risible. Je crois que tout Congolais qui connaît la situation de notre pays, qui a un recul historique de la politique congolaise et de l'économie du Congo, comprendra qu'en 2001, par exemple, moi j'étais ministre au gouvernement. Si je vous disais le salaire que j'avais, vous n'allez pas me croire. Nous avions un budget de 300 millions de dollars. Les 300 millions de dollars, on va prendre 66 millions à envoyer à je ne sais qui. C'est impossible. Deuxièmement, M. Jean-Pierre Bemba a été vice-président de la République en charge de l'économie et des finances. Donc tout ce qui était finances et économie, c'est lui qui supervisait cela. Alors, c'est lui qui a envoyé les 66 millions de dollars. Et donc tu sais de quoi il parle quand il dit que le gouvernement a payé au moins 66 millions. Mais pourquoi le dire aujourd'hui et pas hier? Pourquoi le dire aujourd'hui et pas hier? À son temps peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est tout simplement parce que c'est faux. C'est faux et archi faux. Face au banditisme et à l'insécurité croissante à Kisangani, le député Patrick Matata demande une audition du ministre de l'Intérieur par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Il souhaite que le VPM explique les effectifs des policiers, leur prise en charge et le contrôle de ceux qui se sont repliés des zones contrôlées par l'AFC en 23. Suivez. Merci, honorable président. Consécutivement à la motion de l'honorable Madia, j'interviens également pour ce problème qui se pose avec Acuité à Kisangani. Certains collègues l'ont déjà évoqué ici, honorable président. C'est à 3 heures du matin, 4 heures du matin, 2 heures, minuit, que les gens nous appellent de toutes les communes alors. C'est un problème qui existe parce que, comme on le sait, l'homme n'est pas bon, honorable président, honorable député, chers collègues. L'homme est mauvais. Quel homme? Qu'est-ce qui fait que l'homme? Quel homme? L'homme, l'être humain, il n'est pas bon. L'homme est un loup pour l'homme. Pour que l'homme soit bon, il faut qu'il y ait le Léviathan. Alors, il faut qu'il y ait la force, il faut qu'il y ait l'État, il faut qu'il y ait la répression.
C'est la peur du gendarme qui rend l'homme bon. Je souscris donc à la procédure qui voudrait que pour adresser cette question cruciale qui dérange nos électeurs, que nous puissions avoir les acteurs concernés en commission pour aborder ces problèmes. Parce que il en va de la gestion de la territoriale, des effectifs des policiers, de l'équipement, de l'encadrement de ces policiers, des militaires qui sont en repli stratégique. Tout ça, il faut prendre en charge dans le cadre d'une commission spécialisée et que les ministres soient invités à cet effet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vous voulez qu'on envoie ça à la commission défense et sécurité, ça? Merci, honorable Patrick. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré jeudi des infrastructures éducatives dans la commune de Dilala à Kolwezi lors de sa visite en province de Lualaba. La première est le centre de formation à la cité de la commune, une institution technique financée par la redevance minière locale. Reportage. Poursuivant sa tournée dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi à l'inauguration de 2 infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala, à Kolwezi. Première infrastructure rendue opérationnelle, le centre de formation dénommé la Cité de la commune. Il s'agit d'un complexe de formation érigé grâce au financement de la redevance minière locale. Ce centre, fruit d'une synergie entre les autorités communales et le gouvernement provincial, regroupe un institut technique de formation professionnelle, ITFP en sigle, et un centre de formation professionnelle, CFP. L'ITFP propose des filières spécialisées dans les secteurs stratégiques pour le pays, tels que la métallurgie, les mines, la géologie et l'agriculture. Les CFP, quant à lui, offrent de formations dans des métiers d'avenir comme la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique ou encore l'art culinaire. Avec ses 6 ateliers, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme et une salle de cinéma, la cité de la commune peut accueillir jusqu'à 900 apprenants. Ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation. La deuxième infrastructure inaugurée est le nouveau bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Locataire depuis plusieurs années, l'ISP Kolwezi dispose désormais de ses propres infrastructures modernes, bâties sur un site de plus de 3300 mètres carrés. Le campus comprend 16 salles de classe, un dispensaire, un terrain de football, ainsi qu'une station solaire photovoltaïque. Vous voyez ce que Maman Fifi, la gouverneure de province, est en train de faire, est vraiment l'illustration et la matérialisation de mon programme, mon vœu le plus ardent. C'est votre pays, vous avez un beau pays, un magnifique pays. Vous voyez d'ailleurs que nos ennemis nous l'envient. Ils font tout pour nous diviser, ils font tout pour nous déstabiliser, nous interrompre dans notre développement, mais ils n'y arriveront pas. Nous avons le devoir de vous encadrer, de vous apporter les moyens nécessaires de l'État pour vous permettre d'évoluer. Parce que le Congo de demain, c'est vous qui allez le diriger. Et vous avez besoin d'être dans de très bonnes conditions et d'être formé dans de bonnes conditions. Toutes ces réalisations sont saluées par la population. Elles s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a consacré la gratuité de l'enseignement et le développement de compétences techniques.
Grâce à l'appui du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, ces projets témoignent d'un double engagement, garantir un accès équitable à une éducation de qualité et renforcer l'autonomie économique de la jeunesse congolaise. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont la première dame, Denise Nyakeru. Ce terminal passager, conforme aux normes de l'OACI, est équipé d'une passerelle satellitaire pour l'embarquement et le débarquement de passagers. Reportage. Capitale mondiale du cobalt et chef-lieu de la province minière du Lualaba, Kolwezi doit être dotée d'infrastructures aéroportuaires modernes, dignes de sa hauteur, des infrastructures répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est désormais une réalité avec l'inauguration ce mercredi 11 juin 2025 de l'aérogare de l'aéroport international de Kolwezi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite de travail et d'itinérance au Lualaba. Le chef de l'État est arrivé en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi sur le site de la cérémonie où l'on a noté la présence à la tribune d'honneur de la première ministre Judith Suminwa, des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et autres invités à la cérémonie inaugurale. Dans son mot de circonstance, Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a circonscrit la cérémonie de séjour consistant en l'inauguration de l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi, de la caserne anti-incendie et de l'échangeur de Kolwezi. Des ouvrages réalisés sous fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba et s'inscrivant dans la vision du développement du pays impulsé par le président de la République. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, le nouveau bâtiment de l'aérogare et la caserne anti-incendie de l'aéroport, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite le premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Les responsables des entreprises qui ont concouru à la construction de ces ouvrages et les directeurs généraux de la RVA ont tour à tour abondé dans le même sens, appréciant à sa juste valeur la présence du chef de l'État à cette cérémonie, témoignant de l'importance qu'il accorde à ces projets pour le pays et pour la capitale minière. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a relevé toute l'importance de l'aérogare de Kolwezi visant à soutenir le développement en facilitant les transports des passagers et des marchandises liées à l'industrie minière. Les allocutions de circonstances terminées, le président de la République a inauguré l'aérogare de Kolwezi, une imposante infrastructure d'une capacité de 1000 mètres carrés. Le bâtiment principal comprend 2 ailes réservées respectivement aux vols domestiques et aux vols internationaux, 2 salons VIP, 3 escalators et des passerelles électroniques. Au prolongement de la route principale de l'aérogare de Kolwezi se trouve l'échangeur routier moderne au croisement avec la route nationale. L'ouvrage comprend une chaussée asphaltée de plus de 2 km avec des séparateurs routiers en béton, 2 ponts de 58 mètres de portée et une capacité portante de 40 tonnes. L'échangeur de Kolwezi a été aussi inauguré par le président de la République. En République démocratique du Congo, 17 provinces n'ont pas de médecins spécialistes. Dans ces conditions, il est difficile d'offrir des soins de qualité, affirme le ministre de la Santé depuis Kolwezi à l'occasion de la conférence des gouverneurs. Sa stratégie vise à améliorer la qualité des soins en jumelant formation et employabilité, explique Kamaba. Mais voilà la situation de notre pays. 17 provinces n'ont pas un seul médecin spécialiste. En ce moment-là, comment est-ce qu'on peut valablement dire qu'on offre des soins de qualité? Dans notre pays,
la mortalité de la mère et de l'enfant est très élevée. Elle est comparable à celle du Nigeria. Mais quand on regarde pourquoi elle est élevée comme le Nigeria, on voit qu'il y a deux différences fondamentales. Au Nigeria, les mamans meurent parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'aller au centre de soins. Souvent, les gens ont tendance à accoucher à la maison. Mais dans le milieu rural, dès que ça se complique, dès qu'il y a une hémorragie, dès qu'il y a une hypertension, à la maison, il n'y a pas de solution. Donc, c'est la cause principale de la mortalité élevée au Nigeria. Quand on regarde chez nous, les gens se déplacent souvent vers le centre de santé. Mais ils y meurent. Ça veut dire que c'est la qualité de l'offre qu'on trouve qui pose problème. Donc notre stratégie au niveau du ministère de la Santé, c'est d'améliorer cette qualité de l'offre de soins. Donc nous devons pouvoir jumeler la formation et l'employabilité. Il ne faut pas qu'on forme un médecin que nous ne pouvons pas utiliser. Il ne faut pas qu'une faculté de médecine fabrique des médecins que nous n'avons pas demandé. Parce que si nous ne fabriquons que des médecins généralistes, à un moment, on va se retrouver dans une situation où l'offre de soins reste au niveau de la qualité des médecins généralistes. Il y a des actes que les médecins généralistes ne peuvent pas poser. Et que même certains spécialistes ne peuvent pas poser parce qu'ils ne relèvent pas de leur domaine. Donc nous devons définir les besoins en spécialistes. Par exemple, pour la gratuité de la maternité, nous avons une carence dans ce pays des sages-femmes. Et donc les provinces, l'État central doit se poser la question comment on améliore la mortalité de la mère et de l'enfant, notamment en disponibilisant des formations qui permettent aux sages-femmes d'être formées. Donc avant d'être employés, avant d'être affectés, avant d'être recrutés, nous devons avoir des critères, et ces critères existent. Sauf qu'il y a eu une dissociation entre la formation et l'employabilité. Et comme le VP m'a dit, le pléthore, c'est un autre problème majeur. Pour la gratuité de la maternité, un hôpital m'a dit, mais ce que vous nous donnez n'est pas assez. Expliquez-moi pourquoi, parce qu'avant, on ne vous donnait rien. Maintenant, vous avez 30, 40, 50 000 $ chaque mois. Mais pourquoi vous dites que ça ne suffit pas? Ben, ça ne suffit pas parce qu'il y a une partie qui est redistribuée entre le personnel. Sauf que quand vous avez un hôpital de 200 lits, alors prenons 100 lits dont a parlé le VPM, avec 700 médecins, et que le montant qui vient d'un seul service qui est celui de la maternité, doit être distribué à tout le monde, même les retraitables qui ne sont pas là, qui sont chez eux et qui ne sont pas en retraite, mais on partage. Ça ne sera jamais suffisant. Donc, le pléthore n'est même pas bon pour le budget de l'hôpital. Et je voudrais un petit peu insister sur le budget de l'hôpital parce que nos hôpitaux ne fonctionnent pas comme des organismes gérés. Un organisme géré a un budget qui est prévu à l'avance. Ça détermine, tiens, nous allons voir combien de personnes nous allons payer. 3 embarcations motorisées ont fait naufrage sur les lacs Ntumba entre Bikoro et Kikoki, Bukinda, en Équateur, mercredi. L'accident est survenu vers 14 h dans la zone d'Elema. Environ 250 personnes s'y trouvaient à bord. On déplore 32 morts, dont les corps ont été ramenés à Bikoro. Une dizaine de survivants ont été repêchés, mais de nombreux passagers sont toujours portés disparus. Les corps continuent d'être retrouvés et ramenés vers la cité. Suivez. Honorable Président, je me fais le devoir de porter à votre haute attention un drame survenu le 11 juin 2025 à 14 h, dans ma circonscription électorale, le territoire de Bikoro, province de l'Équateur, où 3 pirogues motorisées ont fait naufrage sur lac Tomba. Entre la cité de Bikoro et le village de Ikoki-Bonginda. Plus précisément, dans la zone insulaire de Elema.
Selon la première information rapportée par les riverains, environ 250 personnes étaient à bord. À ce stade, on déplore 32 morts qui sont déjà sur Cité de Bikoro. Il y a encore des corps qui viennent vers Cité de Bikoro. Une dizaine de rescapés et un nombre important de disparus. Ce qui laisse un bilan encore lourd. Cette tragédie endeuille une fois de plus de nombreuses familles congolaises. Ce drame soulève de graves préoccupations de la sécurité de la navigation intérieure, de l'efficacité des secours. Parlons de ce tournoi de la paix. Lors de la deuxième demi-finale du tournoi de la paix organisé par l'AFC 23, disputé le 12 juin 2025 au stade de l'Unité de Goma, l'AS Kabasha a triomphé de l'AS Dauphin Noir sur le score d'un but à 0. L'unique but a été inscrit à la 70e minute par Bizimungu Jussé sur un coup franc magistral qui a surpris le gardien Arnaud Moutoumele. Habituellement, c'est les jeunes milieux de terrain Alexis Chouma, prêté par Gol AFC, qui brille dans ces situations. Entré en cours de jeu, il a commenté le choix de l'entraîneur et la communication avec ses coéquipiers lors de cette action décisive qui a permis à son équipe de l'emporter. Suivez. Ouais, j'étais content du classement, ça fait partie aussi du jeu. On n'est pas toujours présent dans l'heure des jeux tous les jours, mais on est toujours là. On était dans l'ensemble, j'étais là. On a eu à dialoguer un peu sur le coup franc, sur la balle arrêtée qu'on a eu. On a eu à partager un peu, on s'est mis d'accord qu'il allait tirer. Je me suis dit, il a sa chance, qu'il essaie un peu de tenter sa chance. Je leur demandais juste d'être là pour nous parce qu'on a fait de notre mieux pour arriver à ce stade. De leur demander encore une fois de continuer à nous soutenir parce qu'on espère un bon résultat aussi les dimanches. Messieurs, dames, c'est tout pour les résumés de l'actualité sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Kivu Morning Post pour ne rien rater. C'est là, en s'abonnant, en commentant et en aimant les vidéos de Kivu Morning Post, informés pour transformer.